Cher collègue de Rousseau, il vous reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Est-ce que mes collègues souhaitent intervenir pour la minute qui reste? Non? Bon, ben écoute, je pense que je n'ai pas de questions. Juste vous remercier simplement pour l'exercice, c'est très apprécié. Merci. Madame la députée de Verdun, vous disposez d'environ 18 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'allais rebondir, en fait, sur la question de la bonification de l'arrimage de la CNSST et l'RRQ. Vous avez dit, bien, ça touche 2000 personnes. On parle vraiment d'invalidité temporaire. Est-ce que cette mesure va-t-elle être rétroactive? Non. Non. Et pourquoi vous ne l'avez pas considérée en rétroactivité? C'est très rare qu'on fait des mesures rétroactives, là. Généralement, on fait des ajustements de manière prospective parce que c'est l'entente qu'il y a entre le régime des rentes et la CNESST. Et pour faire cet ajustement, il faut bien comprendre que la CNESST va compenser le régime des rentes et donc a les sommes disponibles pour le faire. Alors, si elle a les sommes pour le faire prospectivement, elle n'a pas nécessairement les sommes pour le faire rétroactivement. OK. Et évidemment, rétroactivement, ça peut être extrêmement dispendieux puisque c'est des situations qui perdurent, j'imagine, depuis l'existence de la CNESST. Oui, concernant cette mesure, en fait, plusieurs groupes qui militent sur cet enjeu nous proposent plutôt que la CNSST verse les cotisations au RRQ, qui auraient autrement été versées par les personnes lésionnées. Pourquoi on n'a pas exploré cette avenue-là? Il y a toutes sortes d'avenues qui sont explorées. Je dois vous avouer que je ne suis pas actuaire et que je ne peux pas me substituer au travail qui a été fait par les actuaires de la CNESST, de Retraite Québec, du régime des rentes. Mais la solution qui est proposée est celle qui a été recommandée par les spécialistes de ce domaine. Merci. Je vais aller sur un autre sujet concernant les... J'imagine que vous connaissez les déductions pour petites entreprises. Oui. Que la chaire de recherche, on parlait tout à l'heure un peu en fiscalité, en finances publiques, l'Université de Sherbrooke a proposé de réformer la DPE de la façon suivante. Je ne sais pas si vous avez vu leur proposition, vous la connaissez déjà. Donc, notre question, c'est de voir pourquoi ne pas être allé dans la direction telle qui est proposée par la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. Ce n'est pas votre question, mais je vais vous donner une réponse à une question que vous aviez plus tôt, juste pour vous dire que Goldman Sachs a confirmé le chiffre d'approximativement 6 % comme tarif moyen qui s'applique au Canada. Donc, on a deux institutions financières qui parlent d'un chiffre de 6 % en moyenne. On ira regarder ça. Merci pour la référence. Bon, la chaire en fiscalité, ils font un travail remarquable. Il y a des chercheurs de grande qualité. Mais des fois, ils arrivent avec des recommandations qui sont difficilement applicables dans le monde politique. Alors, par exemple, la chaire en fiscalité suggère constamment d'indexer la taxe sur l'essence. Ils disent ça continuellement. Mais moi, ma boîte vocale est pleine de téléphones de gens qui veulent baisser les taxes sur l'essence. Fait que la chaire sont dans leur chaire. Ils font des études. Mais moi, des fois, je suis obligé de leur dire, présentez-vous aux élections, puis proposez-la, la hausse de taxe sur l'essence. Vous allez voir, vous n'aurez pas la chance de la mettre en application. J'entends que vous recevez des messages là-dessus. Je vous ramène sur la DPE. Oui. Bon, eux, ils disent il n'y a pas de raison pourquoi les petites entreprises payent un taux d'imposition plus faible que les grandes entreprises. Fait qu'ils suggèrent d'augmenter le taux de taxation des petites entreprises. Il y a 200 000 petites entreprises au Québec. Si on arrive et on fait ça, on pourra se vanter du concept d'équité parce que les entreprises paieront tous le même taux indépendamment de leur taille.
Mais il n'y a pas grande de ces entreprises-là qui vont dire que le gouvernement est soucieux des petites entreprises. Bref, c'est une proposition théorique d'universitaire inapplicable dans le monde réel dans lequel je vis. Est-ce que vous voulez me parler de la DPPE au lieu de la DPE? On parle des moyennes entreprises de 200 000 qui présentent un revenu imposable de 200 000 plus. C'est la DPE, les petites entreprises qui payent 4, puis les grandes entreprises qui payent 11,5. Ça, 11,5 au Québec? 11,5. Alors, la proposition, c'est de faire passer de 4 à 11,5. C'est pas particulièrement populaire comme proposition. Mais en ce moment, peut-être je me trompe, là, en ce moment, on atteint, le taux est à 500 000. Jusqu'à 500 000. Il y a C'est toutes juste de sortes voir de critères en l'augmenter fonction des jusqu'à 200 000. revenus, en fonction du capital. Oui. Les critères pour payer le petit taux, là, est-ce qu'on pourrait me les ressortir? Je vous trouve ça. Continuez avec votre question. Mais c'est moins de 15 millions de capital et 500 000 de revenus. De revenus, exact. 15 millions et moins de capital. Le premier, 15 millions de capital et moins, puis le premier 500 000 est au petit taux. OK. Mais on pourrait aller chercher, dégager d'économies des dépenses fiscales si on est capable d'échanger les taux, par exemple, à 200 000. Êtes-vous d'accord? On irait chercher beaucoup d'argent. C'est une proposition, d'un point de vue des revenus fiscaux, c'est un home run. Sauf que vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vous aimeront pas beaucoup. J'aimerais aller, là, on touche à la question des revenus. On explore là, des façons d'aller chercher des revenus. Là. On Oui, explore. mais c'est peu... Explorons. Allons-y. Explorons. Alors, vous avez peut-être entendu parler, puis vous avez entendu parler des propositions concernant de créer, en fait, l'imposition sur un patrimoine qui sont très élevés. Là, on parle pas les gens qui ont une maison ou un chalet, mais on parle des personnes qui ont du patrimoine qui dans les milliards, voire 500 millions et plus. Pourquoi ne pas s'épancher vraiment sur les impôts sur les fortunes, comme ça se fait ailleurs. En France, en ce moment, il y a tout un débat là-dessus. Ça se fait en Espagne. Il y a déjà d'autres lieux dans lesquels on va chercher des sommes assez importantes en imposant un nombre très restreint d'individus et qui possèdent déjà un capital qui leur permettrait, en fait, de continuer à faire leurs activités économiques. On n'est pas contre le fait qu'ils s'enrichissent, mais avec, mettons, des taux d'imposition de 2 en tout cas, nous avons déjà eu la chance de présenter, puis vous avez sûrement lu des études qui ont été publiées là-dessus. Donc, j'aimerais ça explorer et voir avec vous, là, qu'est-ce que vous pensez de ce type de mesures. Bien, tant que je vais être ministre des Finances, il n'y aura pas de taxe sur le patrimoine. Là. On a déjà la taxe sur le gain de capital au Canada. Et lorsque vous décédez, on présume une disposition complète de vos actifs, c'est-à-dire que vous payez le gain de capital sur votre patrimoine. Alors, ça existe déjà sous un autre nom. Et d'un point de vue fiscal, le Québec n'aspire pas à être la France, là. Il y a des domaines dans lesquels on aimerait être la France, pas la fiscalité. Mais il existe déjà des taxes sur le patrimoine. Êtes-vous contre ça? Il existe déjà en ce moment-là. C'est la taxe... La taxe sur le gain de capital, la taxe sur le gain de capital, mais l'équivalent. là aussi, les taxes foncières, ça s'applique de façon, comme Exact. on appelle à tout le monde. Qu'on appelle un peu plus les impôts sur la fortune, ça n'inclut pas seulement les biens, les actifs ou les capitaux immobiliers. Ça inclut également d'autres formes d'accumulation. J'entends que tant que vous êtes ministre de la Finance, vous n'allez pas le faire, mais quelle est est-ce que vous êtes d'accord que c'est une façon d'aller chercher de l'argent plus juste qu'en imposant des gens qui travaillent ou en imposant des personnes, en allant cherchant par les revenus, par exemple? Vous dites que je suis d'accord, mais en fait, je ne suis pas d'accord parce qu'on a déjà l'impôt sur le gain de capital, donc je ne favorise pas une double taxation des avoirs des individus ou des entreprises. Est-ce que... Je ne sais pas si vous voulez compléter. Là, Elle me
soulignait ce que j'ai déjà dit, qu'au décès, il y a disposition présumée de vos biens et que vous payez le gain de capital. Nous, ici, on est là pour explorer aussi d'autres façons d'aller chercher du revenu. C'est un des fois des angles morts, là, quand on regarde l'écart entre les dépenses et les revenus dans nos budgets. Je suggère que ce serait une double taxation du patrimoine, qu'on a déjà une forme de taxation du patrimoine au Canada qui s'appelle le gain de capital. Et de notre côté, on regarde, c'est que ce n'est pas une double, dans le sens qu'il y a plusieurs actifs qui ne sont pas. C'est le fait de l'accumuler jusqu'à un certain montant, et ça n'existe pas. On n'est pas en train d'aller chercher un double. C'est juste les gains d'un côté, c'est pas le fait d'avoir obtenu ces nombres d'actifs-là. Le seul actif qui n'est pas taxé, c'est la résidence principale, et je ne supporte pas non plus la taxation de la résidence principale. On va continuer à explorer peut-être dans d'autres occasions. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je vais